Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons débuter l'après-midi par une présentation assez générale finalement qui va vous permettre de vous resituer euh, dans ce diagnostic et les enjeux des différentes comorbidités. Donc, j'ai souhaité parler avec vous de questions qui sont vraiment intimement liées avec ce diagnostic de TDAH. Tout d'abord, l'errance diagnostique, parce qu'on le reverra ensemble. C'est une pathologie qui est mal repérée, mal diagnostiquée, encore aujourd'hui malheureusement chez les enfants, mais de manière, je dirais, assez dramatique chez les adultes, ce qui entraîne une perte de chance très importante et, pour certains de nos patients, une désocialisation. Alors tout d'abord, pour vous resituer le tableau général, le trouble qui accompagne le déficit attentionnel et l'hyperactivité fait partie du champ large des troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, qui sont une perturbation du fonctionnement cérébral, touchent environ 10% de la population générale. C'est un continuum qui est assez large, un continuum, donc je vous l'ai mis, physiopathologique, diagnostique et clinique, qui va de petites variantes de la normale, qui vont avoir peu ou pas d'impact dans le quotidien, jusqu'à des formes sévères. Et le TDAH est situé sur ce continuum, et on verra à titre d'illustration les liens étroits qu'entretient le TDAH avec les troubles du spectre de l'autisme, ce qui, dans un certain nombre de cas, complique encore le repérage. Alors, les causes des troubles du neurodéveloppement sont complexes et singulières, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore aujourd'hui, avec précision pour chaque patient, déterminer l'étiologie précise de ces difficultés. Ce que l'on sait, c'est que ces troubles du neurodéveloppement résultent d'une intrication entre des facteurs génétiques de vulnérabilité, des facteurs d'environnement et des facteurs sociaux. La question à la fois de la comorbidité, mais aussi de la distinction clinique entre le TDAH et les troubles du spectre de l'autisme est une difficulté clinique quotidienne supplémentaire. Et force est de constater, Nicolas Franck l'a rappelé en introduction, c'est que le TDAH comme l'autisme aujourd'hui représente une réelle difficulté en psychiatrie de l'adulte. Pour le diagnostic, mais aussi pour nos patients, pour aboutir à une prise en charge adéquate. Et on reverra que cette situation est fréquente lorsque les deux symptômes sont associés. Là, ça devient une complexité maximale. Et pour un adulte qui aujourd'hui est porteur d'un trouble du spectre de l'autisme avec un TDAH associé, pour qu'il puisse aboutir à un diagnostic de précision, à une évaluation et à une prise en charge spécifique de ces troubles, eh bien, en psychiatrie de l'adulte, la chance qu'il puisse aboutir à tout ça, aujourd'hui, malheureusement, sur le territoire en France, est extrêmement, extrêmement limitée. Alors, c'est peut-être aussi la faute à l'évolution des concepts, puisque l'on voit que entre les premières descriptions des troubles attentionnels et les premières descriptions d'autisme avec notre perception actuelle, eh bien, les choses évoluent considérablement, quasiment chaque année, et peut-être que ça a perdu aussi un certain nombre de cliniciens. Ça peut être une réponse à aborder, mais ça n'est pas la seule. Et moi, je suis convaincue qu'il y a clairement un déficit de connaissances pour les psychiatres d'adultes sur ces questions-là, et je me réjouis vraiment de l'organisation d'une journée comme aujourd'hui. Alors, quand on parle de TDAH, on parle finalement de beaucoup de choses. On parle d'impulsivité majoritairement, mais aussi de procrastination. Ce sont des patients qui sont concernés aussi par l'addictologie, qu'on peut qualifier de personnalité antisociale, mais qu'on peut aussi qualifier de personnalité borderline, qui sont des personnes qui commettent des tentatives de suicide, qui peuvent avoir recours au dopage, qui peuvent être délinquants. Tout ça donne un tableau assez protéiforme finalement et assez compliqué à mettre en évidence parce que lorsqu'on s'adresse aux collègues de psychiatrie générale, eh bien tout ça c'est malheureusement un peu leur quotidien. Donc comment s'y repérer et comment
trouver le symptôme organisateur de toutes ces manifestations cliniques, eh bien, c'est une réelle difficulté. Quand on parle de TDAH, on parle aussi des compétences et des particularités de ces personnes qui sont des personnes en général empathiques, qui sont des personnes intuitives, dynamiques, qui peuvent aussi être créatives, qui peuvent se renouveler et qui sont flexibles. Donc tout ça donne un ensemble assez complexe et face à ce type de présentation clinique, repérer le plus rapidement possible pour éviter la perte de chance le déficit attentionnel comme étant le symptôme organisateur ainsi que l'impulsivité, le défaut d'inhibition, eh bien c'est encore aujourd'hui une vraie difficulté. Alors, quelques chiffres, mais Alexandre Roger va compléter mon propos dans un second temps. Tout d'abord, c'est un trouble fréquent. C'est 2 à 3% de la population générale. C'est-à-dire qu'en France, eh bien, on considère qu'il y a l'équivalent de 3 villes comme Lyon de personnes avec TDAH. C'est énorme, on est complètement dans une pathologie fréquente, c'est-à-dire qu'on connaît tous des personnes porteuses de ce trouble. De manière générale, il y a un continuum entre le déficit attentionnel chez l'enfant et son devenir chez l'adulte, mais il y a aussi des formes d'apparition tardive chez l'adulte, et ce sera en troisième partie le propos de Benjamin Rolland. On distingue deux formes, la forme hyperactive qui est plutôt associée aux personnes de sexe masculin et la forme inattentive qui est plutôt la forme féminine du trouble et qui peut d'autant plus passer inaperçue que la clinique n'est pas bruyante. Les comorbidités psychiatriques dans le TDAH qui grèvent le pronostic sont des comorbidités fréquentes puisque dans 75% des cas, ces personnes présentent une comorbidité psychiatrique qui peut être une dépression, une anxiété, des conduites addictives ou des troubles de la personnalité. Ce taux est de 50% dans les troubles du spectre de l'autisme. Dans le champ large des troubles du neurodéveloppement, le TDAH est le syndrome le plus pourvoyeur de comorbidités psychiatriques. L'impact sur l'estime de soi de ces personnes est important puisque 50% d'entre elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes avec un devenir social qui est plus péjoratif dans 70% des cas. Enfin, le TDAH, comme l'ensemble du champ du neurodéveloppement, répond à une héritabilité complexe, c'est-à-dire que l'on a identifié des facteurs causaux génétiques rares, mais le plus souvent, il s'agit de facteurs de vulnérabilité avec des polymorphismes génétiques fréquemment associés au TDAH, mais qui peuvent aussi être associés à d'autres troubles, comme le trouble bipolaire ou le trouble du spectre de l'autisme. Le TDAH, c'est souvent un retard absolument majeur au diagnostic et une étude qui a été publiée récemment a évalué le délai de prise en charge chez 150 adultes avec TDAH qui n'avaient pas été repérés précédemment dans l'enfance. Et pour accéder au diagnostic de TDAH, il leur faut en moyenne 17 ans. C'est-à-dire qu'entre les premières manifestations du TDAH chez l'adulte et le fait de labelliser la pathologie, eh bien, il se passe en moyenne 17 ans, avec un écart type qui est énorme, puisqu'il peut aller jusqu'à 14 ans. C'est-à-dire que dans cette étude, les adultes avec TDAH pouvaient passer quasiment 30 ans de leur vie sans avoir accès au diagnostic. Et parmi les facteurs cliniques et démographiques qui ralentissaient l'accès au diagnostic, eh bien, on retrouve de manière assez surprenante, finalement, le fait d'être employé, d'être salarié. Parce que le fait d'être bien intégré professionnellement, même si on souffre du TDAH au quotidien, eh bien, ça entraîne un retard au diagnostic. Le fait d'avoir des antécédents familiaux de TDAH aussi, parce que ben voilà, on est inattentif, on est un peu bougeon, cette famille. Donc, on n'a pas forcément accès au diagnostic. Les antécédents de dépression aussi colorent la symptomatologie. Et chez les personnes qui font des dépressions récurrentes,
Retrouver le trouble attentionnel comme étant le symptôme organisateur des difficultés, c'est plus difficile. Et on retrouve la forme inattentive, qui est la forme plutôt féminine, qui entraîne aussi un retard au diagnostic. Et c'est typiquement la forme qui est portée par des jeunes filles qui vont être au fond de la classe, qui vont décrocher au plan scolaire, qui vont perdre confiance en elles, qui vont développer des symptômes de type dépressif ou de l'auto-agressivité et qui vont être en échec scolaire et en échec personnel sans que le déficit attentionnel ne soit repéré. Ce qui complique aussi l'accès au diagnostic, et ce qui doit bien nous rester en tête, c'est que le TDAH a des liens intimes avec les troubles du spectre de l'autisme. Troubles du spectre de l'autisme qui est le trouble un petit peu phare au sein des troubles du neurodéveloppement et qui s'associe de manière variable et complexe avec un certain nombre d'autres troubles du neurodéveloppement ou d'autres comorbidités psychiatriques. Et cette association intime entre l'autisme et le déficit attentionnel avec hyperactivité, eh bien, complique encore l'accès au diagnostic. 30% des adultes avec TDAH sont porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme et réciproquement dans les cohortes, entre 30 et 80% des adultes avec trouble du spectre de l'autisme ont des symptômes associés au TDAH. Et comme on se le disait en préambule, ces deux entités cliniques restent mal repérées en psychiatrie d'adulte. Et aujourd'hui, dans les centres médico-psychologiques ou dans les services d'urgence, eh bien, l'accès au diagnostic d'autisme n'est pas du tout systématisé. L'accès au diagnostic de TDAH non plus. Donc, l'association des deux donne des troubles complexes mal repérés. Et dans une revue qui a été publiée en 2016, les auteurs montraient bien que la co-occurrence des symptômes compliquait encore le repérage de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que l'on repère d'autant plus mal un TDAH qu'il est associé à un autisme et réciproquement. Alors, je vais vous présenter un cas clinique qui est assez illustratif de, je dirais, la trajectoire développementale d'un patient qui présente donc un TDAH. Si je vous parle de la trajectoire développementale, c'est qu'elle est excessivement importante dans notre spécialité et qu'elle n'est quasiment jamais évaluée. C'est-à-dire que lorsque l'on reprend des dossiers de patients, eh bien, dans l'extrême majorité des cas, leur histoire clinique commence le jour où ils franchissent la porte des urgences ou au mieux 1 ou 2 mois avant. Or, l'histoire clinique d'un patient qui franchit la porte des urgences en psychiatrie, son histoire clinique, elle commence pendant la grossesse. Et je pense que l'une des faiblesses des psychiatres d'adultes, c'est de ne pas tenir compte de l'anamnèse développementale. Et ça, je dirais que c'est vraiment une leçon à tenir de nos collègues pédopsychiatres, c'est que l'histoire de nos patients, elle commence pendant la grossesse. Elle ne commence pas au moment des urgences, elle ne commence pas 15 jours après. Si on ne connaît pas les modalités d'apprentissage de l'enfant, si on ne connaît pas ses antécédents psychiatriques, si on ne connaît pas son comportement lorsqu'il était enfant ou adolescent, on ne peut pas poser un diagnostic même en tant que psychiatre d'adulte. Donc là, on reprend les choses au début. Donc, l'histoire développementale précoce est assez banale. Hein. Donc, la grossesse a été marquée par une menace d'accouchement prématuré, mais rien de plus. Les marqueurs fétaux étaient normaux. Et donc, notre patient est né à 38 semaines d'aménorrhée par voie basse, pas de difficulté particulière. De sa scolarité en maternelle, on retient qu'il avait nécessité l'octroi d'une auxiliaire de vie scolaire en raison de difficultés d'apprentissage assez précoces et d'une agitation permanente. Puis finalement, c'est un enfant qui arrive à avoir un niveau à peu près satisfaisant et qui poursuit, bon an, mal an, ses études en primaire jusqu'en CE1. Et puis là, devant l'agitation qui est relativement incoercible et difficile à cadrer par l'enseignant, il est proposé une orientation en ITEP
qui est refusée par les parents qui veulent vraiment que leur fils accroche un cursus scolaire normal. Donc, il est maintenu en primaire avec une AVS. Et puis là, à 8 ans, les troubles se majorent sur un mode oppositionnel. Donc, il bénéficie d'une consultation en neuropédiatrie qui conclut à un trouble oppositionnel, qui fait pratiquer un bilan neuropsychologique qui révèle un QI hétérogène avec une distractibilité. Méfiance concernant le quotient intellectuel. Vous savez que chez nos patients, en général, le profil cognitif est assez hétérogène et que le QI n'a pas de valeur indicative. On doit s'intéresser au sous-score. Et vous verrez que aujourd'hui c'est adulte, mais chez cet enfant, le fait de s'être intéressé au sous-score trop tard, eh bien, ça a entraîné un délai au diagnostic. Bon, la consultation de neuropédiatrie s'en arrête là, sur un trouble oppositionnel qui relève d'une orientation en service de pédopsychiatrie. Donc, ce petit garçon, à 8 ans, est orienté en CMP de pédopsychiatrie, où est retenu, malheureusement, bon, je ne veux pas être méchante avec mes collègues pédopsychiatres, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Donc, ce qui est surtout noté sont des difficultés avec la maman, dans des relations avec son fils, qui a un comportement mal adapté. Et ce qui est surtout noté, c'est que c'est un petit garçon qui a du mal à gérer les moments internes de l'enfance. Bon. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais peu importe. C'est ce qui a été noté en tout cas. Donc, ce petit garçon est orienté vers un groupe jeu. Et le groupe jeu, quand même, relève dans les différentes observations qu'il a du mal à comprendre le sens du récit. Note aussi quand même que c'est un petit garçon qui a une attitude supérieure. Et un bilan qui était quand même assez finement mené en psychomotricité relève qu'il ne regarde pas l'autre en face. Donc on a un petit garçon qui a une attitude qui est un petit peu décalée, qui est agité et qui ne regarde pas les autres en face. Donc nous on le rencontre alors qu'il est plus âgé et qu'il est en difficulté scolaire. On relève des troubles de la communication. C'est aussi un jeune qui a clairement des difficultés à percevoir les émotions d'autrui, qui ne s'ajuste pas aux autres de manière flexible et qui est en difficulté d'autonomie. Donc, on réalise des tests standardisés pour le diagnostic d'autisme avec lui et avec ses parents et on aboutit au diagnostic de troubles du spectre de l'autisme. Et puis, ce diagnostic reste insatisfaisant parce que malgré tout, notre patient reste assez éparpillé, distractible. Quelqu'un a laissé son micro ouvert, merci de le couper. Merci. Donc, notre patient reste assez éparpillé, distractible, et les troubles sont d'autant plus majorés que s'il investit une tâche cognitive. Il est assez agressif, il se désocialise progressivement et c'est un jeune qui n'arrive pas à maintenir une stabilité dans ses investissements. Et puis, on perçoit qu'il a des difficultés assez majeures dans tous les domaines attentionnels. Donc, une première évaluation neuropsychologique est pratiquée par Madame Babinet, qui est d'ailleurs dans la salle, et qui note... Excusez-moi, merci à quelqu'un qui est en ligne de couper son micro, cela donne toute la salle et toute l'assistance. Merci à quelqu'un de vérifier que le micro est bien coupé. Et en bas, cliquez sur le micro pour le couper. C'est très difficile. Donc, l'évaluation est pratiquée donc, avant la mise sous traitement par méthylphénidate, donc par Marie-Noëlle Babinet. Et ce bilan pose le déficit attentionnel comme le symptôme organisateur des difficultés de ce jeune, avec un impact comportemental
une grande sensibilité à l'interférence, une distractibilité, à la fois des troubles de l'attention divisée, mais aussi des difficultés à mettre en place des stratégies visuospatiales, des troubles du raisonnement visuospatial, avec ce qui contraste des capacités normales, voire supérieures en raisonnement, logique et langage. Alors, je vous rappelle que dans la littérature, le profil neuropsychologique des personnes avec TDAH, en général, on retrouve des grands dénominateurs communs qui sont, de manière générale, des capacités verbales supérieures aux capacités performance. Donc, on a un QI verbal qui est supérieur au QI performance. Un QI total qui est très corrélé à la sphère visuospatiale, comme si ces personnes, finalement, utilisaient la sphère visuospatiale pour contourner leurs difficultés attentionnelles. Donc, ce sont des personnes qui s'en sortent d'autant mieux dans la vie qu'elles ont développé des stratégies de contournement visuospatial et elles ont assez globalement un traitement de l'information qui est déficitaire. Finalement, ce jeune, on lui administre un traitement par méthylphénidate et on repratique une évaluation neuropsychologique après la mise sous méthylphénidate qui permet de mettre en avant des points forts sous traitement, qui sont une attention sélective auditive qui fonctionne bien, il est capable de mieux inhiber, il a une mémoire de travail auditivo-verbale et visuelle qui aussi devient un point fort et il est plus flexible et il planifie. Dans ses faiblesses, on repère qu'il persiste des difficultés exécutives, c'est-à-dire des difficultés d'organisation et de hiérarchisation dans son quotidien, avec notamment des difficultés d'inhibition. Et ces difficultés exécutives donnent un retentissement en termes de régulation comportementale. Donc, sous traitement par méthylphénidate, ce jeune homme qui a un TSA associé à un TDAH a un fonctionnement cognitif qui devient opérant en situation de stress, mais des ressources adaptatives au quotidien qui restent en décalage. Donc, on lui propose de compléter le traitement par méthylphénidate par de la remédiation cognitive. L'association des deux traitements permet une amélioration significative des difficultés exécutives dans la vie quotidienne et une meilleure régulation comportementale. Il persiste à ce jour encore une faible estime de lui et de ses compétences pour lesquelles il a été orienté en thérapie cognitive et comportementale. Et aujourd'hui, fort de cette prise en charge, ce jeune homme qui a le traitement par méthylphénidate et qui a eu un programme de remédiation cognitive, eh bien, a une excellente insertion au lycée. C'est aujourd'hui un jeune homme qui est vif, qui est bien présent dans tous les domaines et qui a développé un réseau social. Donc, on voit qu'on part d'un pronostic qui est quand même assez péjoratif, avec un petit garçon qui a besoin d'une aide dès la maternelle, dès le primaire, qui est orienté en ITEP et qui finit au lycée, bon élève, bien inséré, et qui développe des relations sociales et puis des perspectives d'études supérieures. Alors, l'overlap est complexe entre les troubles du spectre de l'autisme et le TDAH parce que les points d'appel sont relativement similaires. On a un adulte ou un enfant qui n'est pas forcément très en relation avec les autres, qui peut avoir des difficultés assez basiques comme celle de nouer une conversation, qui peut avoir des difficultés à terme d'hyperactivité ou de déficit attentionnel et qui a une mauvaise perception du danger. La mauvaise perception du danger, les mises en danger successives, c'est aussi un point d'appel important pour un diagnostic de TDAH. Les similarités cliniques entre le TDAH et l'autisme compliquent l'accès au diagnostic. En particulier, le symptôme qui est très transnosographique entre ces deux entités, c'est le manque de prise en compte des émotions d'autrui, qui est un symptôme intimement partagé
entre l'autisme et le déficit attentionnel. Et au plan psychiatrique, l'anxiété est la comorbidité partagée la plus fréquente. Une des complexités aussi dans l'accès à ce diagnostic, c'est le flou de son appellation. Tout d'abord, on parle de trouble, alors qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment d'un trouble, mais plutôt d'un problème de régulation. On parle de trouble alors que c'est une dysrégulation. On parle d'atteinte attentionnelle, alors que l'atteinte attentionnelle est très transnosographique et très présente dans de nombreux syndromes en psychiatrie. Et finalement, on parle d'hyperactivité, alors qu'elle est parfois absente, notamment dans les formes inattentives. Donc ce flou et finalement cette mauvaise correspondance entre la labellisation du trouble et sa réalité clinique participe probablement aussi au mauvais repérage et au mauvais diagnostic. Si l'on considère les TSA et le TDAH, ce que l'on peut dire, c'est que globalement, ils font partie tous deux du champ des troubles du neurodéveloppement, avec comme point de convergence qui doit vous interpeller, et c'est pour ça que la reconstitution de l'anamnèse neurodéveloppementale est fondamentale, ce sont des difficultés dans la régulation et dans la conduite émotionnelle. De manière différente, on va le revoir tout de suite, mais néanmoins, la dysrégulation émotionnelle, c'est un symptôme cardinal des troubles du neurodéveloppement. Avec, pour ces deux diagnostics, un sentiment fort d'incompréhension de la part des autres. Et le TDAH est bien sûr considéré comme un facteur de gravité des troubles du spectre de l'autisme. Ce qui doit vous interpeller dans le diagnostic des troubles du neurodéveloppement, en particulier TSA-TDAH, c'est vraiment cette notion d'être dysrégulé au plan émotionnel et d'être mal compris par les autres. Et la présence de ce sentiment subjectif doit vraiment vous faire reconstituer l'anamnèse neurodéveloppementale avec soin. Et moi, je suis persuadée que dans nos diagnostics de personnalité antisociale, de personnalité de nature borderline, on a en réalité beaucoup de personnes qui sont porteuses d'un TDAH qui n'ont pas été repérées. Et on voit à quel point une prise en charge spécifique, ça peut changer le pronostic. Et ça peut aussi changer le pronostic à l'âge adulte. Pour résumer assez simplement les choses, dans le TDAH, souvent nos patients nous disent « je sais ce que je veux, mais je n'y arrive pas. Je vois à peu près vers quoi je devrais aller, mais j'arrive pas à mettre les choses les unes derrière les autres. Tout est brouillon dans ma tête, je me pose 1000 questions à la fois, je ne parviens pas à mon but. » Ce sont des personnes qui sont aussi impulsives et qui ont du mal à inhiber des comportements, d'où leur mise en danger répétée. Ce sont des personnes qui sont assez, on va dire, versatiles, avec des facilités de changement et des focus attentionnels très courts. Dans les TSA, la perspective est différente, avec des patients qui vont plutôt vous rapporter « je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment m'y prendre socialement ». Et ce sont également des personnes qui développent des habiletés à faire semblant, à masquer leurs symptômes. Et beaucoup de jeunes adultes dans les troubles du spectre de l'autisme nous disent dépenser beaucoup d'énergie pour faire semblant d'être normal. La question de la régulation attentionnelle et de la motivation est probablement une des clés pour faire la distinction entre TDAH et TSA. Le devenir adulte, je vous ai mis cette diapositive en pré-conclusion, eh bien, m'a assez interpellée parce que c'était finalement les choix de partenaires dans les différentes catégories diagnostiques. Et on voit finalement, et ça confirme le lien entre TDAH et TSA, puisque les personnes avec TDAH, les hommes, choisissent une compagne avec TSA de manière 9 fois plus fréquente que dans la population générale. Et les filles avec TDAH
choisissent un garçon avec TDAH dans plus de 7 fois plus fréquemment de cas que dans la population générale. En conclusion de cette introduction de l'après-midi, quelques petits points que je souhaiterais vraiment vous voir retenir à l'issue de cette journée et pour ma communication. Tout d'abord, les troubles du neurodéveloppement sont un continuum complexe et surtout mal documenté chez les adultes. L'anamnèse développementale est fondamentale pour tout patient qui est suffisamment sévère pour être référé vers la psychiatrie. Vous savez, aujourd'hui, les médecins généralistes, les médecins traitants, ils font quand même un bon travail de première ligne. Et les symptômes qui ne sont pas sévères, qui ne relèvent pas de la psychiatrie, en général, sont pris en charge en médecine générale. Si un patient arrive jusqu'à la psychiatrie, c'est que les symptômes sont sévères. Il faut reconstituer l'histoire neurodéveloppementale. Le TDAH de l'adulte, c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée, protéiforme et beaucoup trop souvent associée à l'impulsivité, aux personnalités antisociales, à la délinquance, aux troubles borderline. Tout ça, c'est mal évalué. Il faut faire les choses correctement, reconstituer l'anamnèse et évaluer les fonctions cognitives de nos patients. Je vous rappelle que le TDAH de l'adulte, le pronostic est très péjoratif s'il n'est pas repéré. C'est 75% de comorbidité psychiatrique et ce sont des tableaux de dysrégulation émotionnelle très sévères. Il n'y a pas que les problèmes attentionnels, d'impulsivité ou de manque d'inhibition, il y a aussi toute la sphère émotionnelle qui est dysrégulée. Le TDAH et les TSA ont des liens étroits et le manque de prise en compte des émotions d'autrui ainsi que l'anxiété sont des points d'appel transnosographiques qui me paraissent primordiaux. Je vous remercie de votre attention.